Merci. Alors, rebonjour à tous. Je vais attendre à nouveau d'avoir mon PowerPoint. Donc, ma présentation, en fait, va porter sur une toute petite partie du droit écossais relatif aux communs. Alors, je vous en dirai un peu plus au fil de ma présentation. L'Écosse a connu des réformes foncières très récentes. Et en fait, j'aurais pu parler de toute autre chose. Je vais vous parler des crofts. Le crofting, c'est une pratique qui touche une partie de l'Écosse et c'est une forme de tenure rurale dans laquelle, donc c'est pas nécessairement communautaire, mais on peut avoir des communs fonciers dans les crofts, on en a assez souvent. Et je vais vous parler aussi des community rights to buy, qui sont en fait la faculté pour certaines personnes de faire l'acquisition du foncier dont ils ont la jouissance collective. Alors ces community rights to buy, on les trouve dans les crofts. Donc on les trouve dans ce système dont je vais parler aujourd'hui. Il y a aussi d'autres variantes en fait qui existent en droit écossais dont je ne vais pas parler, mais qui sont également très intéressantes. Mais voilà, j'ai dû faire des choix et j'ai choisi de parler d'un système un petit peu ancien et je pense assez intéressant. Bon, donc si on revient un petit peu sur l'histoire des crofts, je vais essayer de faire des parallèles en même temps avec le droit français. Si on revient sur l'histoire des crofts. Donc l'histoire des crofts, en fait, alors ça commence il y a très très longtemps, mais l'histoire qui va nous intéresser, c'est à partir du 18e, 19e siècle, quand il y a eu tout le mouvement des enclosures. Donc les enclosures, c'est un mouvement de clôture tout simplement des champs, des grandes propriétés foncières, parce qu'en Écosse, il y avait des très très grandes propriétés foncières, il y en a toujours, et donc on a... Il y a eu un phénomène en fait de clôture par les seigneurs fonciers qui voulaient pratiquer soit l'agriculture intensive, soit la chasse aux cervidés. Je pense que tout le monde reconnaîtra aussi, alors peut-être pas pour la chasse aux cervidés, mais tout le monde reconnaîtra les objectifs poursuivis par certaines communes, des fois dans la destruction de nos biens de section notamment, c'est on veut faire de l'agriculture, on veut faire du lotissement, on veut faire une activité qui est rentable. Bon, sauf que en Écosse, on avait souvent des pâturages communs qui étaient attachés à des fermes, des tenures, donc des genres de baux privés avec un pâturage commun pour le bétail. Et ce qui s'est passé, c'est que entre les années 1870 et 1883, en fait, les paysans se sont révoltés, ils ont sorti les fourches, notamment dans les Highlands et dans les îles. Donc on aura une carte un peu plus tard qui montrera un petit peu où c'est. Et en fait, ils se sont révoltés pour protéger leurs communs. Alors pourquoi ils ont voulu protéger les communs? Eh bien parce que dans les Highlands et dans les îles, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, les terres sont particulièrement pauvres, elles sont battues par les vents, par les tempêtes, ils prennent toutes les tempêtes atlantiques directement. Donc c'est des terres qui sont pratiquement incultes et en fait si on veut maximiser l'utilisation des terres arables, donc qui sont sur un régime de propriété privée le plus souvent, eh bien ça veut dire qu'il faut communaliser, je ne sais pas, les terres qui servent en fait pour la pâture, parce que les moutons ça a besoin de beaucoup d'espace et donc il faut avoir des terres collectives, sinon on ne s'en sort pas. C'est quand même des régions, hein, c'est comme l'Irlande où il y avait beaucoup de famine, surtout à cette époque-là. Et donc le résultat de ces épisodes de guerre civile en fait, qu'il y a eu à la fin du 19e siècle, ça a été la Napier Commission, donc c'était le nom hein, du commissionnaire, il a fait le tour en fait, de toutes les régions dans lesquelles il y avait eu des révoltes et il a essayé de comprendre pourquoi. Et ensuite, il y a eu une législation sur les crofts. Donc en fait, le gouvernement a complètement fait machine arrière et il a essayé de préserver les crofts pour lesquels les gens s'étaient battus et étaient morts hein, pour certains. Donc il y a eu une législation depuis 1886 qui réintroduit en fait ces crofts qui étaient en train de disparaître. Alors c'est une législation qui est applicable uniquement à ce qu'on appelle les crofting counties, donc c'est les régions de crofting, les régions où historiquement en fait il y avait des crofts. Et donc en pratique c'est, on va peut-être passer à la slide suivante où il y a la carte, c'est les Highlands, donc les Highlands c'est toute la partie nord de l'Écosse, les Hébrides, les Orcades et les Shetland, donc c'est les petites îles là qu'il y a autour. Donc, vous comprenez le climat. Voilà. Donc là sur la carte, en fait, la petite ligne rouge qui est tout en bas, c'est la frontière avec l'Angleterre. Donc on voit que c'est à peu près quand même la moitié de la surface de l'Écosse qui est concernée par les crofts.
Alors, comment est-ce qu'on définit les crofts? Les mauvaises langues écossaises disent que c'est un îlot de terre entouré d'un océan de législation, tellement c'est simple. Si on essaye d'être un petit peu plus descriptif, un croft, en fait, c'est une tenure rurale protégée par la loi, donc c'est un genre de bail rural. Cette tenure, en fait, elle consiste dans une maison avec un petit peu de terre arable autour de la maison. Et parfois, c'est pas la totalité des crofts, hein, mais parfois, il y a un pâturage commun, en fait, qui va être utilisé par les paysans. Et il y a une législation assez favorable en Écosse, hein, c'est pour ça qu'on fait le parallèle aujourd'hui. Il y a donc un registre des crofts, donc c'est un petit peu ce qui se passe en Italie aussi, si je comprends bien. Il y a un registre des crofts qui est indépendant en fait du registre de publicité foncière et sur lequel on enregistre spécifiquement ceci est un croft, donc ça vaut recensement, ça vaut preuve du titre. On autorise la création de nouveaux crofts, contrairement aux sections de communes en France, et il y a même un système de prescription par lequel on peut acquérir en fait la qualité de croft par l'écoulement du temps. Alors, si on essaie de creuser un petit peu plus dans la technique juridique, même si ce n'est pas forcément le plus intéressant, en fait, ça va devenir important un peu plus tard. Le croft, c'est une tenure foncière. Alors, quand je dis une tenure foncière, je distingue ça du bail, parce que en fait, le croft, il peut être soit exploité par un propriétaire exploitant, donc c'est le propriétaire lui-même qui est fermier. Hein, c'est ce qui se passe aussi sur les terres agricoles, en fait, hein, sur les terres rurales. Donc soit on a un propriétaire exploitant, soit on a un locataire, et ce locataire, en fait, il a un droit de jouissance qui est protégé par la loi, un petit peu comme en France avec les baux ruraux, hein, on ne pourra pas mettre fin à son droit. Et donc il y a une obligation en tout cas d'habiter et d'exploiter le croft. Donc si le propriétaire en fait arrête d'être exploitant, il est obligé de prendre un locataire. Et ce qui se passe sur ces crofts, en fait, c'est qu'il y a un régime juridique qui est quasiment féodal. C'est-à-dire qu'en France, quand vous concédez un bail, vous concédez toute la jouissance de la terre. En Écosse, sur le régime des crofts en particulier, en fait, le propriétaire se réserve un certain nombre de droits fonciers. Donc c'est un petit peu, ça ressemble à un système féodal dans lequel on se réserve un certain nombre d'utilités de la terre et toutes les utilités nobles en pratique. C'est-à-dire que le propriétaire se réserve la jouissance des mines et des carrières, des sources, donc de l'eau, du bois qui a été planté sur les parcelles, donc qui a été planté par le propriétaire, hein, pas le bois qui aurait été planté par le locataire. Il se réserve le droit de construire des routes, il se réserve un droit de passage, le droit de chasse, le droit de pêche, donc notamment les pêcheries de saumon qui ont une valeur assez importante. Et en échange de cela, en échange de conserver en fait tous les droits qui ne sont pas agricoles, le locataire il a une sécurité quasi totale de ses droits, c'est-à-dire que sauf violation du contrat, on ne peut pas lui faire quitter son croft. Donc la violation du contrat, ça pourrait être le non-paiement du loyer, la détérioration des biens, en fait la violation des termes du contrat. Donc il est protégé, mais en échange, il n'a que ce pourquoi il paye, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des terres agricoles. Et ce qu'on va trouver assez souvent, c'est donc en plus de cette tenure, cette petite tenure qui est en propriété privée, on peut faire un parallèle d'ailleurs avec le caillolard de ce matin, où il y a une cabane de berger qui est privée, et puis il y a un droit de parcours. Donc en plus de cette petite tenure, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle des common grazings. Les common grazings, c'est simplement un pâturage commun, donc c'est à peu près 5% des crofts enregistrés, donc sachant que le pâturage commun il va bénéficier à tous les crofts privés qu'il y a autour, hein, donc c'est quand même relativement fréquent. Et ce common grazing, en fait, c'est considéré comme une propriété par accessoire, donc un petit peu comme les pathèques et les pâtus dont je parlais ce matin. C'est un accessoire du croft, c'est-à-dire que si vous avez un croft, vous avez un droit dans le pâturage commun qui est une forme de copropriété forcée. Donc il n'y a pas spécialement de parts qui sont identifiées, mais tous les propriétaires des terrains, tous les propriétaires ou locataires du coup des terrains adjacents bénéficient du pâturage commun, et donc il aura une part généralement proportionnelle à la taille de sa terre. Et exprimé en tête de bétail, donc on va lui dire qu'il peut mettre tant de bêtes en fait sur le pâturage. On compte toujours en tête de bétail tout simplement parce que on sait que le pâturage peut nourrir tant de bêtes et donc on compte en tête de bétail plutôt que de compter avec des abstractions. Et la loi a essayé d'imposer en fait la création de ce qu'on appelle des grazing committees. Donc un grazing committee, c'est tout simplement une commission qui va gouverner en fait ce pâturage commun et qui va organiser, voilà, s'assurer que personne n'envoie trop de bêtes ou que le terrain reste bien entretenu.
Une autre modalité qu'on peut avoir sur les crofts, c'est ce qu'on appelle les run rigs. Alors les run rigs, il en reste très peu, et en fait on a du mal à savoir combien il en reste, parce que les registres ne sont pas forcément fiables à leur niveau, mais il en reste assez peu. Les run rigs, en fait, c'est... donc on a des terres arables, et au lieu de les soumettre à une tenure privée, on va les diviser en bandes. Physiquement, hein, en fait, ils font des tranchées littéralement dans la terre, ils font des bandes, et ils allotissent ces bandes aux propriétaires ou aux locataires des crofts qui en dépendent. Et en fait, ça va permettre de faire une réallocation périodique pour que ça ne soit pas, dans leurs propres termes, hein, pour que ça ne soit pas toujours le même qui est la mauvaise terre. La terre est tellement mauvaise qu'ils en sont à faire des bandes et à se dire, bon, celle-là, elle est plus mauvaise que les autres, il faut que ça soit tiré au sort. Ce qui permet aussi une rotation périodique des cultures, si jamais ils ne cultivent pas tous la même chose. Donc, en termes de permaculture, c'est assez intéressant. Et donc ce qu'on constate, c'est que dans les crofts, on peut avoir soit des common grazings, soit des run rigs, qui sont des communs. Alors ce n'est pas forcément des communs très formalisés, c'est-à-dire que c'est plutôt, en tout cas à l'état naturel, on est plutôt sur une communauté de fait. Il y a un terrain au milieu, particulièrement pauvre, on l'utilise ensemble parce qu'on ne l'a pas privatisé. Et ce qu'on a déjà dit ce matin aussi, hein, c'est que en fait, les crofts, ils existent surtout parce qu'on a essayé de spolier ces gens-là et ils ont sorti les fourches et collectivement, ils ont dit mais non, on veut protéger notre croft. Et donc, même si parfois, ils avaient des mécanismes de gouvernance en souffrance, hein, comme nos sections de communes, même s'il y en a qui sont un petit peu moribonds, il y en a qui ont réussi à s'organiser, qui ont réussi à développer des systèmes de gouvernance assez efficaces. Alors, ce qu'a fait le législateur écossais qui est assez intéressant, déjà de très longue date, le locataire du croft avait la faculté de racheter le foncier. Donc il y a un certain nombre de conditions, mais le locataire peut racheter le foncier en fait, dont il a un bail rural quasiment perpétuel. Hein. Mais cette faculté ne concernait que les terres qui étaient soumises à une jouissance exclusive. Elle ne concernait pas du tout les communs. Et depuis 2003, alors 2003 ça coïncide à peu près avec l'abolition de la féodalité en Écosse, qui était en 2004. Et je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le croft, ça sent bon la féodalité quand même comme régime. Donc en fait, l'idée c'est de sortir un peu de ce système, mais je crois qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas agacer les crofters, et donc voilà, ils ont essayé de sortir de là par le haut. Et donc depuis 2003, il y a une faculté qui est accordée à la communauté de racheter le foncier, donc de racheter le foncier, en particulier le foncier collectif. Et alors il y a une procédure qui a été mise en place et qui est intéressante et je pense dont on peut peut-être réfléchir, c'est à laquelle on peut peut-être réfléchir. Ce que la loi impose en fait, c'est que la communauté se dote de la personnalité morale, donc c'est une personne de droit privé, hein. Il peut y avoir différentes formes. La communauté ensuite fait reconnaître par l'État que son projet est dans l'intérêt public. Alors je dis intérêt public, hein, c'est un intérêt privé, mais qui a une répercussion collective. Donc l'intérêt, c'est de mieux exploiter les terres, en gros. Et ensuite, ils vont pouvoir racheter tous les droits qui ont été conservés par le propriétaire. Donc tous ces droits un peu féodaux que le propriétaire a conservés, eh bien, vont pouvoir être rachetés par la communauté, donc notamment les mines, les pêcheries, les common grazings, les run rigs, à l'exclusion, bien sûr, de toutes les terres qui sont détenues exclusivement par le propriétaire. Donc les community rights to buy, en fait, il faut organiser une communauté, montrer qu'on a déjà un système de gouvernance, qu'on a un but d'utilité privée mais qui est d'intérêt public, et on va pouvoir racheter les terres. Donc techniquement, ça s'appelle une vente forcée, c'est comme une expropriation au droit français, hein. On impose une vente forcée au propriétaire qui doit subir en fait le fait qu'on lui rachète ses terres. Alors parfois, certaines communautés proposent au propriétaire en fait de lui redonner par exemple le droit de chasse à bail. Donc on lui fait payer un loyer sur ce qui était ses propres terres, hein, mais en échange, il peut continuer de chasser s'il a envie, ce qui permet parfois à la fois de réduire le prix, parce qu'on peut lui faire un bail comme un bail emphytéotique, en fait avec une somme très modique, donc ça permet de réduire le prix d'achat du foncier, parce que les communautés, comme toute communauté, elles ont besoin de trouver de l'argent, et puis ça permet parfois aussi d'apaiser un petit peu les difficultés que pose le rachat forcé, parce que là, du coup, on lui donne un petit quelque chose en échange. Je crois que j'ai fini. Je serais très surprise d'avoir écrit autre chose, mais ouais, je vous remercie de votre attention. Merci, chère Flora. Alors, si vous en êtes d'accord, on descend tout de suite un peu en latitude vers l'Angleterre. Et puis, si vous avez des questions sur cette
Voilà, organisation du Royaume-Uni en matière de... Même si l'Écosse n'est pas l'Angleterre, hein, voilà, on l'a compris, et notamment ces derniers temps-là. Hein, enfin, bref. Déborah. Oui, bonjour à tous. Alors on peut passer à la suivante directement. Alors, tu disais que l'Écosse a aboli la féodalité en 2004. Ça n'est absolument pas le cas en Angleterre. Et pour comprendre, je pense, le droit anglais, il faut faire un peu d'histoire. Et en l'occurrence, le droit anglais, le droit foncier anglais, il faut remonter à Guillaume le Conquérant en 1066, donc le XIe siècle, puisqu'avant l'Angleterre, c'était juste un composite de plusieurs nations saxonnes, de peuples saxons. Guillaume le Conquérant arrive, conquiert l'Angleterre, et avec sa conquête, impose un système d'organisation foncière du royaume. Et donc, alors, c'est absolument pas altruiste, hein, évidemment, ça permet... Il procède à un recensement des biens fonciers qui lui permettent non seulement de lever des taxes, des impôts, d'optimiser les revenus du royaume et puis accessoirement de régler quelques contentieux de propriété. Mais néanmoins, donc ce premier recensement s'appelle le Domesday Book. Il est d'ailleurs librement consultable à Londres et exposé. C'est le premier registre foncier. Et à l'appui de ce registre foncier, ensuite, l'Angleterre va construire son droit anglais. Tout le droit anglais foncier est construit sur ça, il n'a jamais été révolutionné. Les Anglais n'ayant jamais connu de monarchie absolue, ils n'ont pas eu besoin de révolution aussi sanguinaire que la nôtre. Et donc tout le droit foncier anglais est construit depuis 1066 sur un système féodal. Alors évidemment, ça a été révisé, il n'y a plus de tenure, il y a des estates, ça a été modernisé, mais néanmoins, l'origine remonte au XIe siècle, et donc avec la conquête de Guillaume le Conquérant. Alors, une fois ce contexte historique rappelé, qui vous permet de comprendre aussi l'aspect très féodal et médiéval en fait, du droit foncier anglais, même encore aujourd'hui, qui permet peut-être aussi la survie des communs, hein, tels que nous les connaissions, nous, sous la monarchie, eh bien, les premières doléances qui ont été relatives au droit de vagabondage, il faut remonter à la reine Victoria. Et la première grande étape, après 1066, je dirais, mais je vais très vite en disant ça, mais la seconde étape très importante, c'est 1925, c'est le Law of Property Act, passé sous le règne de George V, et qui octroie au public un droit d'accès à l'air et à l'exercice sur les communs des quartiers métropolitains et urbains. Alors ici, petite précision, le caractère urbain est entendu au sens très large, puisque je l'ai noté, le comté de Cumbria, qui compte 73 habitants au kilomètre carré, est compté comme une zone urbaine. Donc c'est quand même voilà, très large. La seconde étape, ensuite, il faut attendre 1949. Là, le Parlement prend, sous le règne de George VI, le National Parks and Access to the Countryside Act. Et donc cet acte, cette loi, permet aux communes de conclure avec les propriétaires fonciers des conventions sous seing privé, et puis au gouvernement de rendre l'accès public aux open countries, puisque, alors, précision, mais c'est une des spécificités du droit anglais, en Angleterre, tous les terrains sont privés. Enfin, il n'y a pas de distinction droit public, droit privé. Donc, il n'y a qu'un seul concept de propriété, ce qui pose d'énormes problèmes. Alors, ça va poser des problèmes en termes de circulation du peuple, puisque vous circuliez sur les propriétés privées des seigneurs, donc il a fallu créer des voies d'accès, justement sur le droit d'usage, etc. Et on retrouve aussi ces questions-là sur les communs. Ensuite, troisième étape, alors il ne se passe pas grand-chose, il faut attendre 65 pour que le Parlement adopte le Commons Registration Act, ça, sous la reine Feu Élisabeth II. Et ensuite, il y a une sorte de période de jachère. Il ne se passe pas grand-chose à partir de 65. Il y a plusieurs commissions qui sont organisées pour travailler sur les communs, celle de 86, celle de 97. Thatcher arrive au pouvoir, c'est pas les communs, c'est pas son problème à l'époque. Et donc, et là, il faut attendre les travaillistes, le Labour, pour que, et en particulier Tony Blair, qui arrive et passe le Commons Registration Act de 2006, dont on va parler aujourd'hui. Alors, ça, c'est l'extrait, la première page du Commons Act.
On peut, ouais. Merci. Alors, le Commons Act de 2006 crée ce qu'on appelle un registre local des communs, puisqu'en Angleterre, tous les communs sont enregistrés sur un registre local. Alors, ce registre, il est complémentaire du registre national foncier qui avait été créé, donc je le rappelais, par Guillaume le Conquérant en 1066, et qui est devenu, alors c'est His Majesty's maintenant, j'ai du mal à m'y faire, mais c'est His Majesty's Land Registry. Et donc, ce registre local coexiste à côté du registre national foncier. Ensuite, alors, l'autorité gestionnaire de ce registre, ce sont les conseils de comté ou de district, suivant la strate. Je passe sur les détails techniques du découpage administratif anglais. Et ce registre doit être accessible au public à tout temps raisonnable. Alors, on sent la culture britannique ici à tout temps raisonnable, c'est-à-dire qu'en fait ici c'est l'équivalent de la CADA qui doit permettre d'accéder, permettre au public en tout cas d'accéder aux documents d'intérêt public. Et enfin, sont consignés dans ce registre les droits de commun qui y sont exercés. Et là, on peut... Merci. Alors, j'ai essayé d'être un peu concrète. Je vous ai là trouvé un dépôt, une copie de dépôt de demande d'enregistrement d'un commun. Donc, vous voyez que là, c'est comté de Cumbria, qui est peut-être le modèle le plus poussé de commun en Angleterre. Donc, vous dites là, en l'occurrence, propriétaire. On peut passer... donc, vous avez tout un tas de... On peut aussi passer... Alors là, vous avez la portion de commun qui est concernée par l'enregistrement. Donc ça, c'est une demande. Voilà, donc vous avez tout le détail. Dans le registre, vous retrouvez le nom du titulaire. Vous retrouvez, donc là, c'est Common Lands, on est bien sur un commun. Alors vous avez tous les détails, enregistrement de cadastre, etc. Vous avez aussi les droits qui y sont exercés, avec la surface. Enfin, vous voyez que c'est très précis. Vous avez aussi toutes les histoires de transfert de propriété, comment c'est passé d'un fermier à un autre. Bon, tout ça, c'est propre au commun en question. Et là, en l'occurrence, vous avez, vous voyez, là, donc 20 acres. Vous avez même, là, vous voyez 328 moutons qui sont enregistrés. Enfin, vous avez tout le détail, en fait, des droits qui sont enregistrés et qui sont consignés dans ce registre. Alors, on peut... Oui. Parfait, merci. Alors, les droits... le Commons Act de 2006 définit les droits de commun comme les pâturages de bétail, donc les cattle gates, des animaux sauvages, les beast gates, les droits sur un ou plusieurs produits communs, et ça peut aller du produit des arbres fruitiers à celui des moissons, et puis les droits d'herbage sur un ou plusieurs pâturages, en excluant les droits détenus pour une période déterminée d'une année à l'autre. Et alors, ces droits de commun s'exercent aussi sur les terres recouvertes d'eau, à l'exclusion des voies évidemment terrestres de circulation, puisque là, il faut évidemment assurer le passage du public. Et le Commons Act précise aussi que ça s'applique aussi à toutes les terres et les biens-fonds sans distinction. Alors, et chose aussi étrange, enfin étrange non, mais qui explique qu'il n'y ait pas en Angleterre de distinction entre droit public et droit privé, c'est que les droits de commun peuvent aussi s'exercer sur les biens fonciers de la couronne. Mais aussi du duché de Lancastre ou encore du duché de Cornouailles, qui sont soumis à des régimes très particuliers. Vous savez que le duc de Cornouailles, qui n'est plus Charles aujourd'hui mais William, est si proche du pouvoir qu'en fait c'est une sorte de terrain à régner du dauphin, et donc le duché est aussi régi par des règles, on va dire, dérogatoires du droit commun. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Et donc les droits de commun peuvent aussi très librement être enregistrés sur les droits de la couronne sans difficulté. Et le législateur a choisi de centraliser la gestion de ces communs. Alors, je vous ai mis quelques, je trouve, difficultés qui peuvent, décentraliser, pardon, des problèmes qui sont induits par la décentralisation. Alors, l'Angleterre n'est absolument pas un pays décentralisé. En tout cas, c'est pas un État très familier de la décentralisation. C'est
un État très centralisé, tout se passe à Londres et nulle part ailleurs qu'à Londres. Et donc là, les Commons, c'est aussi, de ce point de vue, un essai assez intéressant pour les Anglais de s'initier un peu à la décentralisation, alors que nous, on connaît bien, mais que les Anglais ne connaissent finalement assez peu. Et là, on peut voir, alors je vous ai mis, cette décentralisation entraîne des disparités dans les frais d'enregistrement des communs, puisque, alors je vous ai mis deux exemples, comté de Cumbria et celui de Hertfordshire. Et là, alors vous voyez qu'il y a des disparités, alors c'est pas non plus énorme, hein, mais vous avez 200 livres, 239 livres, et ça crée en fait une sorte de concurrence. On parle parfois de concurrence fiscale d'un État. Là, c'est à peu près la même chose, mais au niveau des communs. C'est-à-dire qu'on va évidemment moduler les frais pour en inciter les propriétaires ou non. Et ça, les conseils de communs dont on parlera tout à l'heure sont libres de fixer les frais qu'ils veulent. Et ensuite, il y a aussi des problèmes liés au coût de fonctionnement. Je vous ai mis un exemple là pour le conseil de Cambrian qui coûte à peu près 16 000 livres à l'année en coût de fonctionnement. Et évidemment, ensuite, il faut les financer, il faut se trouver des subventions. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué. Alors voilà l'exemple, ce sont tous les communs enregistrés sur le comté de Cumbria. Vous les voyez là en plusieurs couleurs, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des communs différents. Mais vous avez ici la carte des communs, alors qui ont l'avantage d'être tous relativement concentrés. Alors, dans ce registre, on peut en rester avant, pardon. Alors, dans les registres des communs, on y enregistre la nature des droits qui y sont exercés. Et ça, quel que soit le mode d'acquisition de ces droits, que ce soit par la coutume ou par autorisation du propriétaire. Et on y consigne aussi les identités de l'ensemble des titulaires de ces droits. De sorte qu'on puisse clairement identifier la communauté d'individus. Alors, par exemple, si un droit de pâturage du bétail est exercé sur un commun, il faut aussi enregistrer la race et le nombre des animaux qui doivent être expressément mentionnés dans le registre pour chacun des titulaires de l'exercice de ce droit. Et pour éviter la complexité des mises à jour de registres, parce qu'évidemment, on ne va pas mettre le registre à jour dès qu'il y a une mise bas ou dès qu'il y a une déperdition d'animal, les juges ont accepté que les conseils de communs puissent fixer un maximum. Par exemple, dans une affaire de Dance contre Savory, on en parlait tout à l'heure sur les questions de communs mitoyens, il était question de savoir comment on compte le pâturage. Est-ce que c'est par exemple 101 têtes de bétail par commun, par parcelle, ou est-ce que c'est 101 sur les deux parcelles? Et en l'occurrence, pour une question de régulation des ressources, les juges ont décidé dans cette affaire, la Cour d'appel, en 2011, a décidé que les têtes de bétail devaient être comptées par commun mitoyen, enfin sur la globalité du droit exercé et non pas par parcelle. Voilà, pour une question encore une fois, de régulation des ressources environnementales. Alors je passe un peu sur les détails très techniques et là on peut passer... Merci. Alors, sur les communs en Angleterre sont particulièrement protégés et c'est intéressant parce que de voir le défaut de parallélisme des formes entre l'enregistrement et le désenregistrement. Il est très facile de s'enregistrer, d'enregistrer le commun sur le registre. En revanche, pour le désenregistrer, c'est une toute autre affaire. Et là, en l'occurrence, autant l'enregistrement est assez décentralisé, autant le désenregistrement est très centralisé pour évidemment dissuader les gens de désenregistrer en commun et donc de le perdre. Alors là, il y a 3 critères en particulier où on peut observer justement cet effet dissuasif. Pour désenregistrer déjà, l'initiative requiert le double consentement du propriétaire exploitant et du locataire. Et alors là, en l'occurrence, parfois par définition même, le locataire et le propriétaire ont parfois des intérêts divergents, donc pour obtenir le double consentement, ça peut être déjà tout un périple. Ensuite, l'autorité compétente ici, ça n'est plus l'autorité locale, il faut repartir à Londres, c'est recentralisé, et en l'occurrence, c'est le ministre du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux qui
lui, doit apprécier et doit mettre en balance les intérêts locaux en présence pour autoriser ou non le désenregistrement du commun. Et enfin, si on arrive jusque-là, il faut ensuite qu'un bien soit substitué au commun qu'on désenregistre. Alors, c'est pour les terrains d'une superficie supérieure à 200 mètres carrés. Enfin, 200 mètres carrés, c'est déjà pas... C'est rien. Enfin, c'est absolument rien. Et donc, si on veut désenregistrer un commun de plus de 200 mètres carrés, il faut nécessairement et obligatoirement présenter une terre de substitution d'une surface équivalente. C'est ça, un nouveau commun, exactement. Alors, on en est dispensé si la surface est inférieure à 200 mètres carrés, mais bon, a priori, ça se pose assez peu en pratique. Et donc, voilà, à partir du moment où le terrain fait plus de 200 mètres carrés, il faut proposer un terrain de substitution, obligatoirement. Sinon, le commun ne peut pas être désenregistré. Et donc, la protection, par ce défaut de parallélisme entre enregistrement et désenregistrement, permet quand même d'être assez protecteur des communs qui y sont enregistrés. Alors, l'autre rapport du Commons Act de 2006, c'est qu'en plus de créer un registre des communs, on a créé un conseil des communs qui s'appelle les Commons Councils. Et alors, ces conseils de communs, ici, doivent être créés par acte réglementaire, donc par l'autorité centrale à Londres, autrement dit par le ministre du Logement. L'initiative ici n'est pas aux autorités locales. Donc c'est à Londres de décider de la création des conseils de communs locaux. Et alors, par contre, ici, il faut organiser une consultation publique locale pour s'assurer que les habitants de la localité sont bien d'accord pour avoir un conseil des communs. Et il y a une sorte de primauté dans la parole des propriétaires des droits de commun. La parole des propriétaires de droits de commun dans cette consultation locale pèse plus que celle des autres. Donc là, on a une sorte aussi de hiérarchisation qui est intéressante, je trouve, à observer. Et ensuite, c'est aussi au ministre, non seulement donc d'acter la création de ce conseil, mais aussi d'en prévoir sa constitution, les modes d'élection des membres, la durée des mandats, la participation des membres, les procédures, les obligations de publicité de transparence, de publication de rapports, etc. etc. C'est aux mains et de la compétence du ministre. Alors, ces conseils sont aussi dotés de la personnalité morale, et on y reviendra, ce qui leur permet notamment de contracter. Et puis, alors, ce sont des sortes d'organismes publics un peu indépendants, puisqu'ils ne peuvent ni être la propriété de la couronne, autrement dit, l'État ne peut pas se les approprier, et ensuite, ils ne peuvent pas bénéficier des privilèges qui pourraient être attachés justement par capillarité à cet rattachement à la couronne. Alors, ces conseils de communs ont trois fonctions principales. D'abord, la première, c'est gérer les activités agricoles, c'est gérer aussi la végétation. Et pour remplir ces fonctions, les conseils de communs ont un pouvoir réglementaire autonome. Ça, je trouve assez remarquable. Alors, je vous ai donné un exemple du règlement du conseil de communs de Bodmin Moor, qui prévoit que, par exemple, aucune personne ne peut mettre au pâturage sur les communs un animal sans avoir un droit de pâturage et sans avoir enregistré cette intention auprès du conseil. Bon, au moins, c'est clair. Et ensuite, les moutons doivent avoir une marque de peinture visible facilement. Voilà, ça peut aussi être dans des détails, des considérations très pratico-pratiques. Et enfin, troisième fonction, c'est la gestion de l'exercice même des droits de commun, puisque pour remplir ces fonctions, les conseils de commun peuvent prendre des règlements pour régler tout ce qui est concession des droits de commun. Ils peuvent créer un registre spécifique pour les droits de pâturage. Ils peuvent aussi procéder au découpage des biens fonciers dans l'intérêt public, etc. etc. C'est l'avantage d'avoir une personnalité morale. Alors, autrement dit, ils peuvent faire tout ce qui pourrait faciliter l'exercice de leurs fonctions. Donc, ils peuvent conclure des contrats, ils peuvent préparer des plans de gestion, ils peuvent recueillir des fonds et procéder à des paiements. Ça, c'est fondamental, hein, l'argent est le nerf de la guerre. Et ensuite, acquérir ou vendre des biens fonciers. Alors, il y a une seule limite, c'est que le conseil ne peut rien entreprendre sans le consentement du propriétaire du commun. Par contre, tout ce qui ne requiert pas le consentement du propriétaire, le conseil peut le faire. Alors, je vous ai mis un exemple. Si le propriétaire d'une parcelle enregistrée comme commun souhaite entreprendre des travaux, par exemple, pour installer un tout à l'égout, il ne peut le faire sans obtenir préalablement le consentement du propriétaire du terrain sur lequel il exerce ce droit. Et de la même façon, si le conseil des communs souhaite entreprendre
l'installation du tout à l'égout, il ne pourra le faire sans obtenir au préalable le consentement du propriétaire de la parcelle. Bon, ça fait peut-être un peu trop de consentement, mais au moins c'est démocratique. Alors, je pose ici quelques... Je pense que ça serait intéressant... Alors, on a eu le Commons Act de 1965, le Commons Act de 2006, et je pense que ce serait intéressant de prévoir un acte 3 du Commons. Et là, je trouve qu'en l'occurrence, sur le modèle anglais, il serait intéressant d'aboutir un peu plus la décentralisation et de confier, en l'occurrence, aux autorités locales la compétence de créer les conseils de communs, parce que... a priori, ce sont les autorités locales qui estiment nécessaire la création de ces conseils de communs pour administrer. Donc, je trouve que là, il faudrait aussi décentraliser l'initiative et la donner aux autorités locales. Et ensuite, dans la procédure de désenregistrement, c'est au ministre qu'il revient d'apprécier le bien substitué, enfin le bien proposé à la substitution. Et là, encore une fois, pour apprécier les intérêts locaux, je pense que le ministre... alors, ils sont assez préoccupés en ce moment au gouvernement anglais. Je ne sais pas vraiment si... je ne sais pas vraiment si... Voilà. Bon, je ne sais pas vraiment si les intérêts locaux de Cumbria, à l'heure actuelle, les intéressent vraiment. Et ça, je pense, participe aussi de ralentir, enfin, au ralentissement du développement des communs. Et donc, pourquoi pas aussi replacer, en décentralisant l'initiative de créer les conseils de communs, on devrait aussi décentraliser l'appréciation du bien de substitution proposé, puisqu'il me semble que seule l'autorité locale peut apprécier les intérêts attachés à ces parcelles. Donc on pourrait aller jusqu'au bout et décentraliser aussi l'appréciation de ces biens de substitution. Et puis il y a aussi l'aspect financier. Pourquoi pas réfléchir à un système de subventionnement, puisque là, en l'occurrence, il n'y a pas. Hein. Enfin, il n'existe aucun moyen de subventionnement. Et Londres, ici, enfin, dans le budget national, il n'y a absolument rien de proposé. Et ce serait intéressant ici de réfléchir, si on décentralise, de créer une sorte de dotation locale pour la gestion des communs. Autant des conseils que des communs, des registres. Donc à voir, c'est à réfléchir, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect financier qui se joint à la décentralisation et donc aux responsabilités qui seraient confiées aux autorités. Voilà, j'en termine là. Merci.